Lorsque j'ai été promue, et qu'on m'a proposé un poste de directrice à Paris, mon mari a déclaré « Ta promotion, je m'en fiche royalement. Ma mère et ma sœur viennent s'installer chez nous, et tu vas devoir t'occuper d'elles. C'est bien plus important pour le moment. » Après cela, il est parti chercher les femmes de sa famille à la gare, mais à son retour, il a hurlé de rage en découvrant ce qui l'attendait. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Merci, et bonne écoute. Le téléphone s'est mis à vibrer, juste au moment où Vera terminait la toute dernière ligne de son rapport trimestriel. Sur l'écran, le nom de Monsieur Laurent, le directeur régional, est apparu. Elle a froncé les sourcils. En général, ces appels annonçaient, soit un problème urgent, soit quelque chose de véritablement crucial. Vera, bonsoir. Êtes-vous encore au bureau, a-t-il demandé. Oui, je termine mon rapport, a-t-elle répondu. Parfait. Il faut que je vous voie, c'est très urgent. Pouvez-vous monter à mon bureau? Vera a jeté un coup d'œil à sa montre. Les locaux étaient déjà presque déserts. Il ne restait plus que la sécurité en bas, et 2 ou 3 comptables qui s'attardaient. Elle a sauvegardé son document, fermé son ordinateur portable, et elle est montée au 7e étage. Le bureau du directeur se trouvait dans un angle du bâtiment, doté de grandes baies vitrées offrant une vue imprenable sur toute la ville. Sous les lumières du soir, Orléans semblait chaleureuse, et profondément familière. Vera avait vécu ici toute sa vie, depuis 38 ans. Elle y était née, y avait grandi, étudié, et travaillé. C'était là que se trouvait sa maison, son emploi, et toutes ses petites habitudes. Monsieur Laurent était assis derrière un bureau massif. Devant lui, un épais dossier était posé. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, avec un regard toujours très perçant. Il dirigeait la succursale régionale de cette grande entreprise de distribution depuis 12 ans, et Vera éprouvait pour lui un profond respect, notamment pour sa rigueur et son sens de l'équité. « Asseyez-vous, Vera. Je voudrais discuter d'une proposition avec vous, a-t-il commencé. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de lui, les mains croisées sur les genoux. Si elle paraissait calme à l'extérieur, elle était particulièrement tendue à l'intérieur. Quelque chose, dans le ton du directeur, l'intriguait. Vous n'êtes pas sans savoir que le siège social, situé à Paris, prévoit une grande expansion. Nous ouvrons une nouvelle succursale régionale, qui aura pour mission de superviser tout le centre de la France. Il nous faut un directeur. Une personne expérimentée, ferme, et capable de structurer tout le travail à partir de zéro. J'ai donc proposé votre candidature. Vera a cligné des yeux, surprise. Le poste de directrice de succursale représentait un bond de 3 échelons au-dessus de son poste actuel de chef des ventes. Et qu'ont-ils répondu, à Paris, a-t-elle osé demander. Ils ont approuvé. De plus, le directeur général en personne a examiné votre dossier, et il a affirmé que vous étiez exactement le profil recherché. Vera, c'est une proposition extrêmement sérieuse. Le salaire est 3 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement. Vous bénéficierez d'avantages sociaux, de primes, d'une voiture de fonction, et votre déménagement à Paris sera entièrement pris en charge par l'entreprise, avec une aide au logement. Cependant, il y a des conditions. Vous devez prendre votre décision d'ici 1 semaine. Et si vous acceptez, vous devrez prendre vos nouvelles fonctions dans 1 mois. Vera restait figée. Dans son esprit, les chiffres, les perspectives, et les nouvelles possibilités défilaient à toute vitesse. Directrice de succursale, à Paris. Un salaire dont elle n'avait même jamais osé rêver. C'était le genre d'opportunité de carrière qui ne se présente qu'une seule fois dans une vie. Je comprends que cela soit soudain, a poursuivi Monsieur Laurent. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Parlez-en avec votre famille, et pesez soigneusement le pour et le contre. Mais gardez bien à l'esprit que ce genre de proposition ne se fait pas 2 fois. Si vous déclinez l'offre, ils trouveront un autre candidat pour prendre votre place. Elle a acquiescé, en s'efforçant de garder l'expression la plus impassible possible. Je vais y réfléchir. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, a-t-elle répondu.
Vous avez amplement mérité cette offre, Vera. En 8 années de service, vous avez prouvé que vous étiez une dirigeante fiable et redoutablement efficace. Votre département dépasse systématiquement ses objectifs. Les clients vous respectent, et vos subordonnés vous écoutent. Vous savez comment obtenir des résultats concrets. C'est exactement de ce type de personne dont l'entreprise a besoin aujourd'hui. Vera est sortie du bureau, plongée dans une sorte d'étrange torpeur. Ses jambes l'ont conduite vers l'ascenseur de manière totalement automatique. Ses pensées, elles, partaient dans tous les sens. Paris. Directrice. Une toute nouvelle vie. La chance sur 1000 venait de frapper à sa porte. Elle est redescendue dans son bureau, a rassemblé ses affaires, éteint la lumière, et s'est dirigée vers la sortie. En marchant vers sa voiture, son téléphone a émis un petit tintement. Un message de son mari, « Je m'attarde chez Paul. Le dîner est dans le frigo, tu n'as qu'à le réchauffer. » Vera a fait la grimace. Encore chez son ami Paul. C'était bien la 3e fois cette semaine. Bien sûr, il ne faisait pas que discuter de choses et d'autres. C'était de la bière, du football à la télévision, et des conversations sans aucun intérêt. Son mari, prénommé Paul lui aussi, travaillait comme simple gestionnaire dans une petite entreprise de bâtiment. Il gagnait environ 1500 € par mois, et il s'en contentait parfaitement. Il n'avait aucune ambition, aucune volonté d'aller plus loin. Il avait décroché cet emploi il y a 7 ans, et depuis, il n'avait jamais cherché à trouver quoi que ce soit de mieux. Elle a démarré la voiture, et a pris le chemin de la maison. Cette ville, elle la connaissait par cœur, jusqu'à l'ennui. Chaque virage, chaque feu rouge, chaque rue. Vera avait grandi ici. Elle y avait terminé le lycée, puis intégré l'université locale, en faculté d'économie. Elle avait commencé à travailler dans une société commerciale en tant que simple commerciale, puis cadre, pour finir chef des ventes. En parallèle, elle avait suivi des cours du soir pour obtenir un MBA, lu des ouvrages professionnels, participé à des séminaires. Elle avait investi énormément de temps, d'argent, et d'énergie en elle-même, tout simplement parce qu'elle voulait plus, parce qu'elle voulait grandir, évoluer, et réussir. Paul, de son côté, s'en moquait souvent. Il disait qu'elle prenait le travail bien trop au sérieux, qu'il fallait savoir se détendre, et mener une vie plus simple. Une paye stable, des week-ends entre amis, et du football le soir, cela lui suffisait amplement. Vera ne le jugeait pas pour autant. Ils étaient différents, voilà tout. Elle s'était habituée à penser que c'était normal, qu'un mari et une femme pouvaient être différents, tant qu'ils se respectaient. L'appartement l'a accueillie dans un silence complet. C'était un 3 pièces situé dans un quartier résidentiel, acheté à crédit il y a 5 ans. C'était Vera qui avait payé l'apport initial. C'était également elle qui remboursait le prêt immobilier, à hauteur d'au moins 75%. Paul participait autant qu'il le pouvait, mais son salaire suffisait à peine à couvrir ses propres dépenses courantes. Vera a réchauffé le dîner, s'est assise à table, mais elle n'avait pas faim. Ses pensées revenaient sans cesse à la conversation avec son directeur. Directrice de succursale, à Paris. C'était une opportunité monumentale. Cela changerait absolument tout. Mais qu'allait dire Paul? Accepterait-il de déménager avec elle? Il avait son travail ici, ses amis, sa petite vie bien réglée. Il n'avait jamais aimé le changement. Même lorsqu'elle proposait de partir en vacances à l'étranger, il trouvait des excuses. La Tunisie, l'Espagne, la Thaïlande, tout cela lui paraissait superflu. Pourquoi dépenser autant d'argent, quand on pouvait simplement se reposer dans la maison de campagne des copains? Vera a ouvert son ordinateur portable, et a commencé à chercher des informations sur les salaires à Paris, les prix des loyers, et le coût de la vie. Les chiffres étaient impressionnants. Évidemment, vivre dans la capitale coûtait cher, mais le salaire qu'on lui proposait couvrait tout cela avec une très large marge. Mieux encore, elle pourrait louer un très bel appartement, mettre de l'argent de côté, voyager, et vivre exactement comme elle l'entendait. Paul est rentré vers 11 heures du soir. Il sentait la bière et la cigarette. Son visage était détendu, satisfait. « Pourquoi tu ne dors pas ?» a-t-il demandé,
en se laissant tomber lourdement sur le canapé. Tu travaillais encore? Dis donc, Vera, est-ce qu'il t'arrive de te reposer, parfois? Il faut que je te parle, a-t-elle répondu sérieusement. On verra ça demain, je suis crevée, a-t-il balayé d'un revers de main. Il est parti dans la chambre, sans même prendre la peine de se changer. Vera est restée assise à table, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. À l'intérieur, une sourde irritation commençait à monter. On venait de lui proposer le poste de ses rêves, et son mari n'avait même pas daigné lui demander de quoi elle voulait discuter. Elle ne s'est couchée qu'au petit matin, sans avoir réussi à prendre une décision. Ses pensées tournaient en boucle. D'un côté, c'était une chance à ne rater sous aucun prétexte. De l'autre, comment faire avec sa famille? Paul ne voudrait clairement pas déménager. Cela signifiait donc, soit refuser ce poste, soit vivre séparés pendant un certain temps. Ou alors, peut-être qu'il finirait par accepter? À Paris, il trouverait facilement du travail. On a toujours besoin de gens dans le bâtiment. Le lendemain matin, Paul est parti travailler tôt, sans attendre qu'elle se réveille. Vera s'est préparée, a bu un café, et s'est rendue au bureau. La journée de travail s'est déroulée à son rythme habituel. Réunion, appel aux clients, gestion des situations problématiques. Elle dirigeait une équipe de 12 personnes, et chacune d'entre elles exigeait de l'attention, du contrôle, et parfois, un recadrage. Vera n'était pas une patronne indulgente, elle exigeait des résultats, et ne tolérait ni les excuses ni la paresse. Certains la craignaient, d'autres la respectaient, mais tout le monde savait une chose, si Vera prenait une décision, elle serait appliquée. Vers la fin de l'après-midi, elle a appelé Paul, et lui a demandé de rentrer plus tôt. « J'ai une conversation importante à avoir avec toi, c'est très sérieux, lui a-t-elle annoncé. « Qu'est-ce qui se passe encore » a-t-il soupiré. « Je t'expliquerai à la maison. » Il est arrivé à 8 heures. Vera avait déjà préparé le repas, et dressé la table. Paul s'est assis, a commencé à manger, tout en jetant des regards furtifs à sa femme. Elle gardait le silence, attendant qu'il ait terminé. « Bon, accouche » a-t-il fini par dire en repoussant son assiette. « Qu'est-ce qui se passe ? » On m'a proposé une promotion hier. Un poste de directrice de la nouvelle succursale régionale, à Paris. Paul l'a dévisagé, incrédule. « C'est une blague ? » Non. Le salaire est 3 fois plus élevé que l'actuel. Il y a des avantages sociaux, une aide pour le logement, et le déménagement est payé par l'entreprise. Je dois leur donner ma réponse d'ici une semaine. Il est resté silencieux un moment, digérant l'information, puis il s'est adossé à sa chaise. Paris, tu dis? Bon, c'est pas mal. Félicitations. Paul, cela implique de déménager là-bas, dans la capitale. Eh bien, tu iras faire un tour, tu verras bien, peut-être que ça ne te plaira même pas. Vera a serré les poings sous la table. Ce n'est pas un voyage d'affaires, c'est un emploi permanent. Je devrais vivre là-bas. Paul a froncé les sourcils. Attends, tu veux dire que tu veux quitter Orléans? Je veux accepter cette offre. Paul, est-ce que tu réalises ce que cela représente pour ma carrière? Je réalise, oui. Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Tu pourrais venir avec moi. Tu trouveras du travail à Paris. Il cherche des ouvriers en permanence dans le bâtiment. Il a secoué la tête avec un air têtu. Vera, tu délires? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Un travail correct, mes amis, ma famille. Je n'ai aucune envie de partir. Paul, c'est ma carrière. J'ai travaillé 8 ans pour en arriver là. Eh bien, vas-y. Qui te retient? Elle l'a regardé, n'en croyant pas ses oreilles. Il parlait de cela comme s'il s'agissait d'une petite escapade pour le week-end, et non d'un déménagement dans une autre ville. Nous formons une famille, Paul. Ce genre de décision se prend à 2. Mais je ne suis pas contre, moi. Vas-y, essaie. Si ça te plaît, tu y resteras. Si ça ne te plaît pas, tu reviendras.
Moi, je t'attendrai ici. Vera s'est levée de table, et s'est dirigée vers le balcon. Elle avait besoin de prendre l'air. Paul ne comprenait pas, il ne saisissait absolument pas l'ampleur de la situation. Pour lui, la carrière de sa femme était quelque chose de secondaire, qui ne méritait pas qu'on s'y attarde sérieusement. Elle est restée sur le balcon une dizaine de minutes, contemplant la ville endormie, puis elle est retournée dans le salon. Paul était assis devant la télévision, et zappait sans prêter attention. « Paul, s'il te plaît, parlons-en calmement demain soir », a-t-elle proposé. « D'accord, d'accord. Discute autant que tu veux. Mais je te l'ai déjà dit, je n'irai nulle part. Je suis très bien ici. » Vera s'est couchée avec un poids sur le cœur. Paul ronflait à ses côtés, insouciant et parfaitement satisfait. Elle avait l'impression qu'un mur, invisible mais incroyablement épais, venait de se dresser entre eux. Le lendemain, au travail, elle a reçu un courriel de son directeur. Il contenait tous les détails de l'offre, les conditions du contrat, le montant exact du salaire, les primes, et la date de prise de poste. Tout était détaillé avec une précision chirurgicale. L'entreprise proposait des conditions très généreuses, car elle exigeait des résultats rapides. Vera a relu le mail 3 fois. Chaque ligne résonnait comme une invitation à entamer une nouvelle vie. Le soir venu, elle a de nouveau tenté d'en parler avec Paul. Elle lui a montré le courriel, et lui a expliqué les conditions. Il écoutait d'une oreille distraite, hochait la tête, mais on voyait bien que ses pensées étaient ailleurs. « Écoute, Vera, je suis content pour toi, sincèrement. Mais je n'ai vraiment aucune envie de déménager. Je suis bien ici. Tu n'as qu'à y aller 6 mois pour essayer, et tu décideras après, non ? Paul, ce n'est pas un essai de 6 mois, c'est un poste à haute responsabilité. Si j'accepte, c'est pour du long terme. Bon, alors je ne sais pas. C'est à toi de voir. Elle a compris que la conversation menait à une impasse. Paul ne voulait pas en discuter, il ne voulait pas s'impliquer. Pour lui, tout était très simple. Si sa femme voulait partir, qu'elle parte. Si elle restait, tant mieux. Si elle ne restait pas, ce n'était pas la fin du monde non plus. Le 3e jour, un événement est venu tout bouleverser. Vera travaillait depuis la maison, et préparait une présentation pour un client. Paul, lui, était au travail. En milieu de journée, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais fixe. Elle a décroché. « Allô, Vera ? C'est Nadine, la mère de Paul. » Vera s'est crispée. Sa belle-mère appelait rarement, généralement uniquement pour les fêtes, ou en cas de problème. « Bonjour, Nadine. Comment allez-vous ? » « Merci, ça va bien. Écoute, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Valentine et moi, nous avons décidé de venir nous installer chez vous. Très bientôt, vers la fin du mois. » Vera s'est figée, incapable de réagir. « Pardon ? Qu'avez-vous dit ? » « Eh bien, nous sommes une famille, ma petite Vera. Mon Polo m'a tout raconté, il a dit que vous aviez justement une chambre de libre. Alors, avec Valentine, on s'est dit. Pourquoi rester dans notre petit trou perdu ? À Orléans, la vie est plus animée, et les magasins sont bien meilleurs. Et puis, mon Polo a du mal tout seul, il a besoin que sa mère soit près de lui. » Vera gardait le silence, tentant désespérément d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Nadine, est-ce que Paul est au courant de tout cela ? » Évidemment, nous avons déjà tout planifié. Il m'a dit, « Maman, venez. J'ai déjà vendu ma maison, tu te rends compte ? Je l'ai laissée pour 150 000 €. Je suis tombée sur de très bons acheteurs. Valentine vient avec nous. Il est temps pour elle aussi de quitter ce village mort. Alors, préparez-vous, nous arrivons très vite. » Des tonalités joyeuses ont retenti dans le combiné. Sa belle-mère avait raccroché, sans même attendre une réponse. Vera a posé le téléphone sur la table, et a fixé le mur, abasourdie. C'était donc ça.
Paul n'avait pas simplement refusé de déménager à Paris, il avait déjà invité sa mère et sa sœur à venir vivre chez eux, sans demander l'avis de sa femme, sans même lui en glisser un mot. Il l'avait tout simplement mise devant le fait accompli. Vera s'est levée, et a fait les 100 pas dans la pièce. À l'intérieur d'elle-même, une vague de fureur glaciale commençait à monter. Nadine avait 61 ans. C'était une ancienne institutrice d'école primaire, à la retraite depuis 3 ans. C'était une femme autoritaire, habituée à ce que sa parole fasse loi. Elle avait vécu toute sa vie dans une petite commune rurale de Normandie. Elle avait élevé ses 2 enfants seule, après que son mari l'eût quittée pour une autre femme. Elle adorait Paul à la folie, et le considérait comme le fils parfait. En revanche, elle traitait Vera avec une certaine froideur, bien que polie. Elle l'appelait « ma petite Vera », et lui donnait constamment des conseils non sollicités sur la façon de tenir sa maison. Quant à Valentine, la sœur de Paul, elle avait 4 ans de moins que lui. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique locale, s'était mariée à 20 ans, et avait divorcé à 23. Elle vivait chez sa mère, et ne faisait pas grand-chose de ses journées. Vera ne l'avait vue qu'à de rares occasions, lors des fêtes de famille. La jeune femme lui avait toujours semblé superficielle et capricieuse. Et voilà que ces 2 femmes s'apprêtaient à s'installer chez eux, dans leur appartement de 3 pièces, sans rien demander, sans aucune discussion. Une simple mise devant le fait accompli. Vera a attendu le soir avec impatience. Lorsque Paul est rentré du travail, elle l'a attendu de pied ferme dans l'entrée. « Ta mère m'a appelé » a-t-elle lâché, d'un ton sec. Il a hésité, détournant le regard. « Ah, oui. Je voulais t'en parler. » « Quand ça ? Une fois qu'elles auraient posé leurs valises dans l'entrée ? » « Vera, pourquoi tu te mets en colère ? Maman veut juste se rapprocher de nous. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Paul, elle a vendu sa maison. Ce n'est pas une petite visite pour le week-end. Elles ont l'intention de vivre ici en permanence. Et alors ? On est une famille, on doit s'entraider, non ? Elle a croisé les bras sur sa poitrine, furieuse. Tu aurais dû me consulter en premier. C'est notre appartement, c'est notre espace privé. Tu n'avais absolument pas le droit d'inviter qui que ce soit sans mon accord. Paul a froncé les sourcils, soudain sur la défensive. C'est ma mère. Elle m'a élevée, elle a tout sacrifié pour moi. C'est à mon tour de prendre soin d'elle. Prendre soin de quelqu'un, c'est une chose. Mais loger 2 femmes adultes chez nous, c'en est une autre. Ce ne sont pas des étrangères, d'accord, mais tout de même. Maman a travaillé toute sa vie, elle a bien mérité un peu de repos. Et Val, ce n'est pas de sa faute si son mariage a échoué. On doit les soutenir. Vera a senti son estomac se nouer. Paul, on vient de me proposer un poste à Paris. Un poste de directrice de succursale. Je voulais que tu viennes avec moi. Eh bien, tu vois, a répondu Paul en écartant les bras, maman arrive bientôt. Donc, je ne peux vraiment pas partir d'ici. Toi, tu peux y aller si tu en as vraiment envie, mais moi, je reste. Donc, ta mère est plus importante que ma carrière ? Ce n'est pas ça. C'est juste que maman a besoin d'aide. Elle a 61 ans, Vera. Elle ne peut plus vivre seule. Alors que toi, tu es jeune, tu es forte, tu vas t'en sortir. Vera a tourné les talons, et s'est enfermée dans la chambre en claquant la porte. Elle s'est assise sur le lit, les mains tremblantes, la tête bourdonnante. C'était donc ça, la vérité. Paul avait choisi sa mère, et il n'avait même pas essayé de comprendre à quel point cette opportunité professionnelle était importante pour sa femme. Elle est restée cloîtrée dans la chambre jusque tard dans la nuit, à analyser la situation sous tous les angles. Les options étaient très claires. Soit elle renonçait à Paris, et restait ici avec son mari, sa belle-mère, et sa belle-sœur. Soit elle acceptait le poste, et partait seule. Il n'y avait aucun compromis possible. Paul ne bougerait pas, c'était une certitude. Le lendemain matin, Vera s'est levée avant son mari, s'est préparée, et est partie au bureau. Toute la journée,
elle est restée distraite, incapable de se concentrer. Ses collègues l'ont bien remarqué, mais personne n'a posé de questions. Vera n'était pas du genre à étaler ses problèmes personnels. En fin d'après-midi, Nadine a de nouveau téléphoné. Cette fois, c'était pour régler des détails logistiques. Ma petite Vera, j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'il nous faudrait une chambre séparée, à Valentine et moi. Vous avez bien 2 chambres, n'est-ce pas? Nous en prendrons une, et toi et Polo, vous prendrez l'autre. Ça ne fait rien s'il faut se serrer un peu. Vera écoutait, et sentait la colère froide grandir en elle. Nadine, Paul et moi n'avons pas encore discuté des modalités de votre emménagement. Oh, qu'est-ce qu'il y a à discuter? Une famille doit rester unie. Polo m'a dit que tu travaillais beaucoup. Eh bien, je vais t'aider. Je ferai la cuisine, je ferai le ménage. Ça te soulagera, n'est-ce pas? Merci, Nadine. Mais je dois y aller. Nous en reparlerons plus tard. Vera a raccroché, et a posé le téléphone sur son bureau. À l'intérieur, elle bouillonnait de rage. Nadine faisait déjà des plans, elle s'attribuait déjà les pièces de leur appartement, elle décidait déjà de la façon dont ils allaient vivre. Et Paul soutenait sa mère dans toutes ses démarches, sans accorder la moindre pensée à sa propre femme. Le soir, à la maison, une nouvelle discussion a éclaté. Paul a essayé de la convaincre qu'il n'y avait rien de dramatique. Maman a bon cœur, Vera, elle va t'aider. Tu passes ta vie au travail, alors qu'elle s'occupera de toute la maison. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin d'un espace personnel, d'intimité. Oh, tu pourras bien faire un effort au début. Maman va s'habituer, et après, elle se trouvera peut-être une occupation. Tout va s'arranger, tu verras. Vera regardait son mari, et a soudain réalisé une chose terrible, il ne voyait sincèrement pas où était le problème. Pour lui, il était tout à fait normal d'imposer sa mère et sa sœur dans le foyer, sans consulter son épouse. Il était normal de considérer qu'une femme devait supporter la situation, s'adapter, et sacrifier ses propres intérêts pour le bien de la famille. De sa famille à lui, bien sûr. Le 4e jour, Vera a de nouveau été interrompue par son téléphone. Cette fois, c'était Paul, qui appelait en plein milieu de l'après-midi. Vera, écoute, j'ai un service à te demander. Maman a dit qu'elles auraient besoin de meubles avec Val. Un nouveau canapé et une armoire. Tu pourrais passer au magasin après le travail pour jeter un œil? Paul, j'ai une réunion importante jusqu'à 20h. Bon, vas-y demain alors. Mais ne traîne pas, elles arrivent dans moins de 3 semaines. Vera a coupé la communication, sans même lui dire au revoir. Il ne s'était même pas excusé de lui imposer sa famille. Il n'avait même pas essayé de comprendre son point de vue, il continuait simplement à la mettre devant le fait accompli, jour après jour. Le soir, quand elle est rentrée, Paul était assis sur le canapé avec son ordinateur, en train de faire des recherches sur Internet. Regarde, ce canapé n'est pas mal du tout. 1000 €. On le prend? Avec quel argent? A-t-elle demandé froidement. Ben, on a nos économies, non? Ce sont mes économies, Paul. Je mets cet argent de côté depuis 2 ans. Eh bien, on va l'utiliser, c'est pour maman. Elle a besoin d'être bien installée. Vera a fermé les yeux, et a compté jusqu'à 10 intérieurement. Puis, elle a répondu d'une voix parfaitement calme. Paul, je n'achèterai pas de meubles pour ta mère. Si elle décide de déménager, qu'elle se débrouille pour acheter ce dont elle a besoin. Paul a froncé les sourcils, mécontent. Pourquoi tu es si méchante? Maman fait des efforts, elle veut nous aider. Je n'ai jamais demandé d'aide. Dis-moi, Vera, est-ce que tu aimes ta famille, au moins? Elle s'est levée, et est partie dans la chambre, sans même daigner lui répondre. Elle a fermé la porte doucement, même si, au fond d'elle-même, elle avait envie de la claquer à en faire trembler les murs. Le 5e jour, un événement a définitivement remis les choses à leur place. Vera est rentrée chez elle un peu plus tôt que prévu. Paul n'était pas là.
Son téléphone était posé sur la table, il l'avait oublié le matin même. Soudain, l'écran s'est allumé, affichant une notification. Vera y a jeté un coup d'œil machinal, et a lu un message envoyé par Nadine. « Mon chéri, as-tu parlé à Vera? Est-ce qu'elle sait que Val a été obligée de démissionner? Elle a eu de gros soucis avec son directeur, enfin, tu es au courant. Et puis, il y a ses dettes à rembourser. J'ai dû vendre la maison pour éponger ses crédits. J'en ai donné la moitié aux banques, et le reste, c'est pour nous faire vivre. Du coup, on n'a nulle part d'autre où aller que chez vous. Tu ne vas quand même pas jeter ta propre mère et ta sœur à la rue, n'est-ce pas? » Vera a relu le message 2 fois. C'était donc ça, la véritable histoire. Valentine s'était endettée, et avait perdu son emploi. Nadine avait vendu sa maison pour payer les pots cassés. À présent, elle n'avait littéralement plus nulle part où aller. Et Paul était au courant de tout cela depuis le début. Il savait, et il s'était tu. Ce n'était pas une petite visite temporaire. C'était l'installation permanente de 2 femmes adultes, traînant de lourds problèmes derrière elles. Des femmes qui comptaient sur Paul et Vera pour les entretenir, les nourrir, et les supporter, au nom de la famille, du devoir, et parce qu'il le fallait bien. Vera a reposé le téléphone, et s'est rendue dans la cuisine. Elle s'est servi un grand verre d'eau, et l'a bu d'un trait. Le puzzle s'assemblait enfin dans sa tête. Paul n'irait jamais à Paris. Il était attaché à sa mère par un cordon ombilical qu'il n'avait jamais coupé en 39 ans. Pour lui, sa mère était et resterait la femme la plus importante de sa vie, et son épouse n'était qu'un simple accessoire. Le soir, quand Paul est rentré, il a récupéré son téléphone, sans même remarquer que Vera avait lu le message. Elle n'a rien dit. Cela n'avait plus aucun sens. Le 6e jour, Monsieur Laurent a appelé Vera. « Vera, le délai d'1 semaine expire demain. Avez-vous pris une décision ?» Elle était assise dans son bureau, les yeux perdus dans le ciel gris par la fenêtre. « J'aurais besoin d'un peu plus de temps. » Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Le siège de Paris exige une réponse. Si vous refusez, le poste sera proposé à un autre candidat. Je comprends que la décision soit difficile, mais nous ne pouvons plus faire traîner les choses. Accordez-moi jusqu'à demain soir. Je vous en prie. Le directeur a poussé un léger soupir. Très bien. Mais c'est le dernier délai. Vera a raccroché, et s'est adossée à son fauteuil. Il fallait prendre une décision, et tout de suite. Soit elle acceptait l'offre et partait, soit elle refusait, et restait ici, avec un mari qui ne la respectait pas, avec une belle-mère qui s'appropriait déjà son appartement, avec une belle-sœur pleine de dettes, et avec une vie qui allait se transformer en un service perpétuel pour des étrangers. Elle a pris son téléphone, et a envoyé un message à Paul, « Nous devons avoir une discussion très sérieuse demain soir. Et cette fois, je n'accepterai aucune excuse. » Il a répondu 10 minutes plus tard, « D'accord, je rentrerai plus tôt. » Vera a rangé son téléphone, et s'est remise au travail. À l'intérieur d'elle-même, tout était froid, et d'une clarté absolue. Elle savait déjà très bien ce qu'elle dirait le lendemain. Elle connaissait déjà sa réponse. Car, après 8 ans de carrière, et 38 ans de vie, elle avait compris une règle très simple, personne ne te donnera ce que tu désires, si tu ne vas pas le chercher toi-même. Personne ne respectera tes ambitions, si tu ne les défends pas toi-même. Personne ne rendra ta vie meilleure, si tu ne passes pas à l'action. Demain, elle dirait à Paul ces 4 vérités. Calmement, sans crise de nerfs, sans larmes. Elle remettrait simplement les choses à leur place. Et s'il refusait d'entendre, de comprendre, ou de faire un pas vers elle? Eh bien, elle prendrait la décision qui s'imposait. Une décision qui allait tout changer. Vera a fermé son ordinateur, a rassemblé ses affaires, et est rentrée chez elle. La ville l'accompagnait avec ses lumières du soir, familières et rassurantes. Mais pour la première fois en 38 ans, elle la regardait en se disant, et s'il était temps de partir? S'il était temps de commencer une nouvelle vie, où personne ne m'imposerait ses problèmes, où je déciderais moi-même comment vivre, avec qui, et pourquoi? Demain aurait lieu la grande discussion.
La dernière chance de tout réparer, ou le point final d'une relation qui s'était transformée en simple formalité depuis bien longtemps. Vera s'est garée devant l'immeuble, est montée au 3e étage, et a ouvert la porte. Paul était assis sur le canapé, absorbé par un match de football. Il s'est retourné, et lui a fait un signe de tête. Salut. Le dîner est dans le frigo. Elle n'a rien répondu, est allée directement dans la chambre, a fermé la porte, et s'est allongée sur le lit, tout habillée. Demain, tout serait scellé. Demain, elle saurait si ce mariage avait encore un avenir, ou s'il était déjà mort sans que personne n'ait eu le courage de se l'avouer. Dans la poche de sa veste, son téléphone a vibré. Un message de Monsieur Laurent: Vera, j'attends votre réponse demain avant 18h. Paris ne peut plus patienter. Elle a regardé l'écran, et a hoché lentement la tête, pour elle-même. Paris ne pouvait plus patienter. Et elle non plus. Pendant 8 ans, elle avait patienté, elle avait construit, elle avait lutté. Le temps de l'action était venu. Vera s'est levée, s'est approchée de l'armoire, en a sorti un petit sac de voyage, et y a glissé ses documents importants, passeport, livret de famille, contrat de travail, relevé bancaire. Tout ce qui pourrait lui être utile. Ensuite, elle a caché le sac, et s'est couchée. Demain, un nouveau chapitre allait s'ouvrir. Lequel? Tout dépendait de cette unique conversation. Une conversation qui déterminerait si Vera resterait à Orléans pour servir de bonne à tout faire à sa belle famille, ou si elle s'envolerait pour Paris afin de bâtir sa propre vie. La vie dont elle rêvait, la vie qu'elle méritait. Elle a fermé les yeux, et a sombré dans un sommeil agité, pour se réveiller le lendemain avec une résolution inébranlable. Quoi qu'il arrive ce soir-là, elle ne reculerait pas. Car Vera n'était pas du genre à subir, elle n'était pas du genre à se sacrifier pour les caprices des autres, ni à renoncer à ses rêves pour le confort d'autrui. Elle était de celles qui prenaient ce qui leur revenait de droit. Et aujourd'hui, elle allait reprendre ce qui lui appartenait, sa propre vie. La matinée a commencé alors que Vera se réveillait avant même la sonnerie de son réveil. Il faisait encore sombre dehors, la ville dormait. Elle est restée allongée, les yeux fixés au plafond, l'esprit bouillonnant. C'était le grand jour. La confrontation avec Paul. La réponse définitive pour Paris. Le point de non-retour. Paul ronflait à côté d'elle, étalé sur la moitié du lit, le visage détendu, libéré de toute préoccupation. Il ne faisait pas de cauchemar sur une carrière brisée, ou sur une famille envahissante. Il ne rêvait de rien, si ce n'est de football et de soirées bière avec ses copains. Vera s'est levée silencieusement, pour ne pas le réveiller. Elle est allée dans la cuisine, a allumé la bouilloire, et est restée près de la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait peu à peu. Les premières voitures, quelques rares passants. Les lumières qui s'allumaient dans les immeubles voisins. Un matin ordinaire pour une journée ordinaire. Sauf que pour elle, cette journée allait tout faire basculer. Le téléphone a vibré sur la table. Un nouveau message de son directeur: Bonjour, Vera. Je vous rappelle que j'attends votre réponse aujourd'hui avant 18h. J'espère que votre décision sera positive. Elle a regardé l'écran, et a acquiescé mentalement. Avant 18h. Dans 12 heures. 12 heures pour parler à Paul, et prendre sa décision finale. Vera s'est habillée, a bu son café debout, et est partie travailler, sans attendre que son mari se lève. Elle avait besoin de rassembler ses idées, de préparer ses arguments, et de peser chaque mot. La discussion s'annonçait rude. Le bureau était silencieux. Elle était arrivée avec une heure d'avance, les couloirs étaient encore déserts. Elle a allumé son ordinateur, et a ouvert un fichier de calcul. La veille, elle avait dressé un tableau détaillé, les revenus, les dépenses, les perspectives. À gauche, la colonne, rester à Orléans. À droite, déménager à Paris. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Si elle restait, son salaire était de 1800 €. Le prêt immobilier coûtait 900 €, les charges 200 €, la nourriture et les dépenses courantes 500 €. Il lui restait à peine 200 € pour tout le reste. Sans compter qu'il y aurait Nadine et Valentine.
Il faudrait les nourrir, subvenir à leurs besoins, et surtout, les supporters. Le salaire de Paul était de 1500 €, mais il en dépensait la moitié pour lui-même, pour ses amis, pour ses loisirs. Au total, le budget familial s'élèverait, dans le meilleur des cas, à 2500 € pour 5 personnes. De la survie, pas une vie. Si elle partait, son salaire serait de 5000 €. Le loyer d'un appartement coûterait environ 1500 €, les charges 200 €, la nourriture 600 €. Il lui resterait près de 2700 € pour épargner, voyager, et profiter d'une vraie vie. Sans oublier l'évolution de carrière, les nouvelles opportunités, et la liberté d'être loin de ces gens qui lui étaient étrangers. Le choix était évident, mais Vera savait bien que ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de respect. Paul ne respectait pas sa carrière, ni ses efforts, ni ses ambitions. À ses yeux, elle n'était qu'une simple épouse, censée préparer le dîner, et tolérer sa belle-mère. Le travail de Vera lui semblait insignifiant, une sorte de passe-temps sans importance. À 9 heures du matin, ses collègues ont commencé à arriver. Les commerciaux de son équipe la saluaient, lui souriaient, et prenaient des nouvelles. Vera répondait de manière brève et distante. Il n'avait pas besoin de savoir ce qui pesait sur son cœur. La journée a semblé s'étirer en longueur. Des réunions, des appels clients, des analyses de rapports. Tout était normal, mais son esprit revenait sans cesse à la conversation qui l'attendait le soir même. Que allait dire Paul? Comment allait-il réagir? Comprendrait-il à quel point c'était vital pour elle? À l'heure du déjeuner, Vera est sortie faire un tour dans le centre-ville. Orléans l'a accueillie avec ses paysages habituels, la cathédrale, la place du Martroi, les vieux bâtiments à colombages. Elle était née ici, elle avait grandi dans ces rues, elle connaissait chaque ruelle. Cette ville faisait partie d'elle. Mais à cet instant, en regardant ce décor familier, Vera a senti une chose avec certitude, il était temps de partir, il était temps d'avancer. À 2 heures de l'après-midi, le son de son téléphone a interrompu ses pensées. C'était Paul. Sa voix était excitée, presque joyeuse. Vera, écoute la bonne nouvelle. Maman et Val arrivent ce soir. Leur train est à 20h30. Je serai à la gare à 21h. Tu viens avec moi pour les accueillir, n'est-ce pas? Vera est restée figée, le téléphone collé à l'oreille. Ce soir? Paul, tu avais dit que ce serait dans 2 semaines. Bah oui, mais elles ont trouvé des billets moins chers, alors elles ont décidé de venir plus tôt. Vera, c'est génial. Tu vas enfin pouvoir faire plus ample connaissance avec elles. Elles vont vivre avec nous, vous allez devenir super copines. Vera a gardé le silence, le temps d'assimiler le choc. C'était pour aujourd'hui, donc. Le temps lui avait complètement filé entre les doigts. Paul, je ne pourrai pas venir les chercher. J'ai des choses à faire. Quelles choses à faire? Repousse-les, maman t'attend. C'est impossible. Paul a poussé un soupir d'agacement. Bon, d'accord, j'irai seul. Mais assure-toi d'être à la maison pour 21h pile. On va rentrer, on dînera tous ensemble. Maman veut absolument te parler. Vera n'a rien répondu, elle a simplement coupé la communication. Elle est retournée à son bureau, et a immédiatement composé le numéro de Monsieur Laurent. Vera. Monsieur Laurent, puis-je vous donner ma réponse tout de suite, sans attendre ce soir? Bien sûr, je vous écoute. Vera a pris une profonde inspiration. J'accepte. Je prends le poste à Paris. Un court silence a plané au bout du fil. Excellent. Toutes mes félicitations, Vera. C'est la bonne décision. Demain, à 10h, venez me voir dans mon bureau. Nous signerons tous les documents, le contrat, l'avance pour le déménagement, et nous réglerons les questions logistiques. Je vous remercie. Elle a posé le téléphone, et s'est calée au fond de son siège. C'était fait. La décision était prise. Le contrat était, en quelque sorte, déjà signé. Il ne restait plus qu'à l'annoncer à Paul.
Le reste de la journée s'est déroulé comme dans un brouillard. Vera travaillait machinalement, l'esprit ailleurs. Elle imaginait comment orienter la conversation, quels mots choisir, comment lui expliquer la situation, bien qu'elle sût au fond d'elle-même que toute explication serait inutile. Paul ne l'écouterait pas. Pour lui, sa mère passerait toujours en premier, et rien n'y changerait. À 17h, Vera a rassemblé ses affaires pour rentrer chez elle. Il fallait impérativement qu'elle parle à Paul avant qu'il ne parte pour la gare. Elle disposait d'environ 3 heures. De retour à l'appartement, elle s'est changée, s'est aspergé le visage d'eau froide, et s'est assise sur le canapé. Elle a sorti son téléphone, ouvert ses notes pour relire ses arguments, puis l'a refermé. Les arguments ne serviraient à rien. Paul avait déjà fait son choix. À 18h, la porte d'entrée s'est ouverte. Paul a fait irruption, les bras chargés d'énormes sacs de course, le visage rayonnant. « Salut. Regarde tout ce que j'ai acheté. Maman adore ce saucisson, et Val raffole de ses chocolats. J'ai pris des fruits, des légumes, du jus de fruits. Je vais remplir le frigo à ras-bord. » Vera l'a regardé, silencieuse, alors qu'il rangeait les provisions en fredonnant, l'air ravi et insouciant. Il ne remarquait même pas la tension électrique qui flottait dans l'air. « Paul, il faut qu'on parle. » « Oui, 2 secondes, je range juste les produits laitiers. » « Non. Tout de suite. » Il s'est retourné, saisissant sans doute la gravité de son ton, a posé son sac, et s'est approché. « Il y a un problème ? Aujourd'hui, je devais donner ma réponse pour le travail, pour l'offre à Paris. » Paul a froncé les sourcils. « Et alors ? » « J'ai accepté. » Il est resté pétrifié, les yeux écarquillés. « Comment ça, tu as accepté ? » « J'ai appelé le directeur régional cet après-midi, et j'ai dit oui. Demain, je signe mon contrat. » Paul s'est laissé tomber lourdement sur une chaise. « Tu es sérieuse ? Mais on n'avait rien décidé de définitif. » « Si, on en a discuté. Tu as dit que tu refusais de partir. J'en ai pris note, et j'ai pris ma décision. Mais attends, je croyais qu'on avait encore du temps. Maman arrive ce soir, tu vas la rencontrer, vous allez discuter, et tu vas peut-être changer d'avis. » Vera a lentement secoué la tête. « Je ne changerai pas d'avis. J'ai déjà donné mon accord. Dans 1 mois, je pars pour Paris. » Paul s'est passé la main sur le visage, soudain écarlate. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Vera, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Et l'appartement ? Qui va payer le crédit ? » « Moi. Mon salaire sera multiplié par 3, là-bas. Je m'en sortirai. » « Et moi, alors ? » « Toi, tu vas rester ici. Tu vivras avec ta mère et ta sœur, exactement comme tu l'avais prévu. » Paul a bondi de sa chaise. « Tu veux me laisser tomber ? » « Je ne te laisse pas tomber, je m'en vais. Parce que tu as fait ton choix, et que j'ai fait le mien. Mais on est mariés, on est une famille. On était une famille. Maintenant, tu as choisi ta nouvelle famille. Alors, vis avec eux. » Paul s'est approché, et l'a attrapé par les épaules. « Vera, arrête tes bêtises, réfléchis à ce que tu fais. On ne peut pas tout détruire comme ça. » Elle s'est dégagée de son emprise, d'un geste calme. « Si, on peut. Et je suis en train de le faire. » « C'est à cause de ma mère, c'est ça ? Tu ne veux tout simplement pas vivre avec elle. » « Je n'en ai aucune envie, non. Mais le problème, ce n'est pas seulement elle. Le problème, c'est toi, Paul. C'est le fait que tu ne m'accordes aucune valeur. Mon travail, ma carrière, mes ambitions, tout cela ne représente rien à tes yeux. Pour toi, je ne suis qu'une simple épouse, dont le seul rôle est de préparer à manger, et de supporter ta famille. C'est faux. C'est la vérité. Et tu le sais pertinemment. Paul a reculé, s'est adossé au mur, et a gardé le silence un instant, encaissant le coup.
Puis, il s'est redressé. D'accord. Admettons que tu aies raison. Admettons que j'ai fait une erreur. Mais essayons de réparer ça. Je ferai des efforts pour mieux te soutenir, promis. Je valoriserai ton travail. C'est trop tard, Paul. Pourquoi trop tard? Donne-nous une dernière chance, je t'en prie. Vera a secoué la tête, implacable. Nous n'avons plus aucune chance depuis la seconde où tu as invité ta mère ici, sans m'en parler. Tu l'as placée bien au-dessus de moi, et ça, c'est irréparable. Mais c'est ma mère. Elle a besoin de moi. Ta mère est une femme adulte, elle est parfaitement capable de se débrouiller seule. Non, elle ne l'est pas. Elle a 61 ans, Vera. Sa santé décline, elle a besoin de soutien. Vera a laissé échapper un soupir de lassitude. Paul, ta mère n'a besoin de rien de spécial. Elle veut juste contrôler ta vie, et le pire, c'est que tu la laisses faire. Le visage de Paul est devenu encore plus rouge. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère comme ça. Si, j'en ai le droit. Car ces décisions affectent directement ma vie, et je refuse de le tolérer une minute de plus. Donc, tu me quittes à cause d'elle? Je te quitte à cause de toi. Parce que tu refuses de voir en moi une personne à part entière. Je ne suis qu'un accessoire pratique dans ta vie, pas une partenaire sur un pied d'égalité. Paul est resté planté là, les poings serrés, la respiration saccadée. Soudain, il a fait volte-face, et a violemment frappé du poing sur la table. Putain, mais qu'est-ce que je suis censé faire, alors? Dis-le-moi. Rien. Tout est déjà joué. Mais je t'aime, bon sang. Vera l'a fixé d'un regard long et pénétrant. Non, Paul. Ce que tu aimes, c'est ton confort. Tu aimes le fait que je paie le crédit, que je prépare le dîner, et que je te laisse voir tes copains en paix. Mais moi, en tant qu'être humain, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. C'est un mensonge. Vraiment? Au fond de toi, tu sais très bien que c'est vrai. Paul a fait les 100 pas dans le salon, tournant en cage, puis il a jeté un coup d'œil à sa montre. Il faut que je parte pour la gare dans 1 heure. Maman arrive à 21 h. Vas-y. Et toi? Je reste ici. Tu ne viens même pas les accueillir? Non. Vera, fais un effort, au moins par politesse. Je n'irai pas, Paul. Ta mère ne m'intéresse absolument pas. Paul s'est arrêté net, foudroyant sa femme du regard. Son visage s'était déformé sous le coup de la colère. Tu sais quoi? Pars dans ton pari de malheur. Ta carrière, je m'en fiche. Ma mère et ma sœur comptent bien plus que ça. Vera l'a regardé, impassible, sans prononcer un mot. Tu as bien compris, a hurlé Paul. Je me fiche de ta promotion. Ma mère et ma sœur s'installent chez nous, et c'est toi qui vas t'en occuper. C'est bien plus important pour le moment. Vera n'a même pas scié. Elle se tenait debout, lui adressant un regard glacial. Paul, je refuse d'entendre ça. Tais-toi. L'a-t-il coupé en balayant l'air de la main. C'est décidé. Maman va vivre ici, Val aussi, et tu vas les aider. Point final. Il a attrapé sa veste, et l'a enfilée à la hâte. Je pars chercher ma mère. Toi, tu restes là, et tu as intérêt à réfléchir à la façon dont tu vas nous présenter tes excuses. Paul a claqué la porte, et a disparu. Vera est restée seule au milieu du salon. À l'intérieur, le calme plat régnait. Aucune émotion, aucune larme. Juste une lucidité glaciale. Elle est allée dans la cuisine, s'est versé un verre d'eau, et l'a bu lentement, le regard tourné vers la fenêtre. Dehors, la nuit tombait, et les lampadaires s'allumaient. Une soirée ordinaire, pour un jour ordinaire. Seulement, pour elle, cette soirée marquait un tournant décisif. Vera a regardé sa montre. Il était un peu plus de 18 h. Paul était parti pour la gare, il y serait dans 1 heure.
Il accueillerait sa mère et sa sœur, puis il les ramènerait à l'appartement vers 22 heures. Elle avait donc 3 heures devant elle. 3 heures pour tout changer. Elle a pris son téléphone, ouvert ses contacts, et cherché le numéro de l'avocat qu'elle avait consulté la semaine précédente. Elle a lancé l'appel. Maître Alexandre ? C'est Vera Dubois. Vous vous souvenez de moi ? J'étais venue vous consulter pour une procédure de divorce. Oui, bien sûr. Bonjour, Madame Dubois. Dites-moi, si je décide de lancer la procédure demain, est-il possible que ce soit rapide ? L'avocat a marqué un léger temps d'arrêt. Cela dépend des circonstances. Si votre mari ne s'y oppose pas, et qu'il n'y a pas de litige sur les biens matériels, on peut passer par un divorce par consentement mutuel. Cela prendra 2 ou 3 mois, maximum. Et si je renonce à ma part de l'appartement ? Alors, ce sera encore plus rapide. Vous rédigerez une déclaration de renonciation, il signera son accord, et en 1 mois, le divorce sera prononcé. Parfait. Préparez tous les documents, je vous prie. Je passerai vous voir demain après-midi. Entendu. Gardez tout de même à l'esprit qu'un appartement est un actif financier important. Êtes-vous absolument certaine de vouloir y renoncer ? J'en suis absolument certaine. C'est compris. Je vous attends demain, alors. Vera a raccroché, pensive. Le divorce aurait lieu. C'était scellé. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'elle montre à Paul qu'elle ne plaisantait pas, qu'il l'avait perdu définitivement, sans le moindre espoir de retour en arrière. Elle s'est rendue dans la chambre, a sorti une valise, et a commencé à y empiler ses affaires. Juste le strict nécessaire. Vêtements, chaussures, papiers, objets de valeur. Elle travaillait vite, avec précision, dénuée de toute émotion. En 20 minutes, ses bagages étaient prêts. Puis, elle a appelé son amie Irène. Irène ? Je peux venir squatter chez toi quelques jours ? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'expliquerai en arrivant. Je suis là dans 1 heure. Vera a fermé sa valise, l'a portée dans l'entrée, puis elle a fait un dernier tour de la pièce, pour vérifier si elle n'oubliait rien. Elle s'est approchée de la table, a ouvert un tiroir, a sorti une feuille de papier et un stylo, et a commencé à écrire. Paul. Je pars. Je déposerai les papiers du divorce demain. Je te laisse l'appartement, je renonce à ma part. Vis ta vie avec ta mère et ta sœur. Je te souhaite d'être heureux. Vera. Un mot bref, sec, dépourvu d'état d'âme. Il n'y avait plus rien à expliquer, tout avait déjà été dit. Vera a posé la lettre sur la table du salon, bien en évidence. Ensuite, elle a pris sa valise et son sac, a franchi la porte de l'appartement, l'a fermée à double tour, est descendue, a pris sa voiture, et a filé. Sur la route qui la menait chez Irène, elle a ressenti un étrange soulagement, comme si un poids gigantesque venait d'être soulevé de ses épaules. 8 années de mariage venaient de s'achever. Comme ça, sur une simple décision. Elle partait, laissant derrière elle un mari, un appartement, et une ancienne vie. Et elle n'éprouvait aucun regret. Irène l'a accueillie sur le pas de la porte, et l'a serrée dans ses bras. Ma pauvre Vera, mais que s'est-il passé ? Je divorce, et je pars vivre à Paris. Tu es sérieuse ? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Irène l'a fait entrer dans le salon, l'a installée sur le canapé, et a préparé du thé. Vera a tout raconté, dans les moindres détails, l'offre d'emploi, la réaction de Paul, la belle-mère, et leur ultime dispute du soir même. Et maintenant, tu vas faire quoi ? A demandé son ami. Demain, je signe mon contrat avec ma nouvelle boîte, je lance la procédure de divorce, et je commence ma nouvelle vie. Quant à Paul, qu'il vive avec sa mère, comme il en a toujours rêvé. Irène a hoché la tête avec compassion. Je te comprends, Vera, et je te soutiens à 100%. Tu ne peux pas te sacrifier pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. C'est exactement ce que je me dis. Elles sont restées à discuter un long moment.
Ensuite, Irène a préparé un lit d'appoint dans le salon, et lui a souhaité une bonne nuit. Vera s'est allongée, mais le sommeil a tardé à venir. Les pensées tourbillonnaient. À cet instant précis, quelque part, Paul retrouvait sa mère et sa sœur. Il les ramenait à la maison, leur faisait visiter l'appartement, puis découvrait la lettre. Il la lisait, et réalisait que sa femme était partie, pour de bon. Vera ignorait ce qu'il ressentait à cet instant précis, de la colère, de l'amertume, ou peut-être du soulagement. Et à vrai dire, elle s'en fichait éperdument. Elle avait fait son choix, et désormais, elle mènerait sa vie selon ses propres règles. Le lendemain matin, Vera a été tirée de son sommeil par son réveil. Elle s'est préparée, a bu son café, et s'est rendue au bureau. Monsieur Laurent l'attendait. Vera, entrez, je vous prie. Officialisons tout cela. L'heure suivante a été consacrée à la signature d'une montagne de paperasse. Le contrat pour le poste de directrice de la succursale parisienne. Le salaire, fixé à 5 000 € par mois, plus les primes. Une avance de 3 000 € pour couvrir les frais de déménagement. Un appartement, mis à sa disposition par l'entreprise pour une durée de 6 mois. Sa prise de poste était prévue pour le 1er octobre, soit dans un mois tout juste. Vera enchaînait les signatures, sans la moindre hésitation. C'était son chemin, son choix, son avenir. Toutes mes félicitations, a déclaré Monsieur Laurent en lui serrant vigoureusement la main. Vous êtes officiellement notre nouvelle directrice. Je vous souhaite beaucoup de succès à Paris. Merci beaucoup. Vera a quitté les locaux avec un sentiment d'irréalité flottant autour d'elle. Tout s'était enchaîné à une vitesse folle. Il y a à peine une semaine, elle était une femme mariée, travaillant tranquillement à Orléans. Et aujourd'hui, elle était en instance de divorce, en partance pour la capitale. Sa vie venait de basculer en l'espace de quelques jours. L'après-midi, elle est allée voir son avocat. Maître Alexandre avait préparé tous les documents nécessaires, la requête en divorce, l'acte de renonciation à ses parts sur l'appartement, et la convention de partage des biens. Il faudra informer votre mari de la procédure, a-t-il précisé. Il devra signer son accord. Je l'informerai. S'il ne s'y oppose pas, le divorce sera bien prononcé dans un mois? Absolument. Vera a signé tous les formulaires, a réglé les honoraires de l'avocat, et a pris le volant. Sur le chemin, le nom de Paul s'est affiché sur l'écran de son téléphone. Une fois, 2 fois, 3 fois. Elle a ignoré les appels. À la 5e tentative, elle a fini par décrocher. Allô, Vera? T'es où? Je t'ai attendu toute la nuit. Je suis rentrée avec maman, et tu n'étais pas là. Juste un bout de papier sur la table. Je suis chez une amie. Quelle amie? Vera, rentre immédiatement à la maison. Non. Je n'habite plus là-bas. Comment ça, tu n'habites plus là-bas? C'est chez toi. C'était chez moi. Maintenant, c'est chez toi. Vis ta vie avec ta famille. Vera, de quoi tu parles? Maman est sous le choc. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Explique-lui, alors. Dis-lui que ta femme t'a quitté, parce que tu as préféré ta mère à elle. Vera, arrête ton cinéma, ça suffit. Rentre tout de suite. Non, Paul. Je ne reviendrai jamais. Tu recevras les papiers du divorce dans le courant de la semaine. Le divorce? Mais tu es complètement folle. Non. J'ai simplement pris une décision. Paul a continué à hurler dans le combiné, mais Vera ne l'écoutait déjà plus. Elle a raccroché, et a bloqué son numéro sans le moindre scrupule. Les 3 semaines qui ont suivi se sont écoulées à un rythme effréné. Vera a finalisé son divorce, clôturé ses dossiers au travail, et préparé son déménagement. Elle n'avait pas une minute pour gamberger. Paul, de son côté, a tenté de la joindre par l'intermédiaire d'amis communs, et lui a envoyé des messages depuis des numéros inconnus. Vera l'a ignoré royalement. Un jour, il a réussi à l'intercepter à la sortie du bureau, et a essayé de lui parler.
Elle a tracé son chemin, sans même ralentir l'allure. Vera, donne-moi une chance, je t'en prie, je vais tout arranger, a-t-il supplié. Elle s'est retournée, le regard vide. C'est trop tard, Paul. J'ai pris ma décision. Signe ces papiers, et laisse-moi tranquille. Mais je t'aime. Signe les papiers. Elle est repartie sans un regard en arrière, laissant Paul planté sur le trottoir, désemparé et impuissant. Une semaine plus tard, il a fini par capituler. Il a signé les documents du divorce, et les a renvoyés par coursier. Il s'était résigné. 2 semaines après cela, Vera prenait un train pour Paris. Irène l'a accompagnée à la gare, et elles se sont longuement étreintes sur le quai. On reste en contact, a glissé Irène. Et reviens me voir de temps en temps. C'est promis. Vera est montée dans le wagon, s'est installée près de la fenêtre, et a regardé le train s'ébranler doucement, avant de prendre de la vitesse. Derrière elle, Orléans s'éloignait. Son passé s'effaçait. Ce mari qui avait préféré sa mère à sa propre femme disparaissait dans le sillage. Devant elle, Paris se profilait, avec un nouveau travail, une nouvelle vie, et de formidables opportunités. Vera s'est calée dans son siège, et a fermé les yeux. Elle l'avait fait. Elle avait quitté son mari, elle avait tout plaqué, pour tout recommencer à zéro. À 38 ans, c'était un pari terrifiant. Mais c'était le bon. Le train filait à toute allure, l'emportant toujours plus loin de son passé, tandis que Vera songeait à son avenir. À quoi allait ressembler cette nouvelle vie? Quel défi professionnel l'attendait? Quelle personne croiserait-elle sur son chemin? Elle n'en avait aucune idée, mais elle savait au moins une chose, elle ne se sacrifierait plus jamais pour des gens qui ne reconnaissaient pas sa valeur. Elle s'était choisie, elle, et c'était bien là l'essentiel. Paris l'a accueillie avec son fracas, son agitation, et son rythme de vie frénétique. En sortant de la gare, Vera s'est arrêtée un instant, humant l'air frais de l'automne. La ville bourdonnait de toutes parts. Les voitures klaxonnaient, les passants couraient dans tous les sens, pressés par le temps. Personne ne prêtait la moindre attention à elle. Ici, elle n'était personne, juste une âme anonyme parmi des millions d'autres. Et c'était une sensation merveilleuse. Elle a hélé un taxi, et a indiqué l'adresse de son appartement de fonction. Le chauffeur a hoché la tête, déclenché le compteur, et s'est inséré dans la circulation. Paris défilait derrière la vitre. De grands boulevards majestueux, de hauts immeubles haussmanniens, des panneaux publicitaires scintillants. Tout était différent, plus grand, plus rapide, plus agressif. L'appartement se trouvait dans un quartier très agréable, à 2 pas d'une station de métro. Une agente immobilière, une jeune femme vêtue d'un élégant tailleur, l'attendait devant l'immeuble. « Bonjour, Madame Dubois. Je suis Alice, nous nous sommes parlé au téléphone. Venez, je vais vous faire visiter l'appartement. » Elles sont montées au 4e étage. L'appartement était de taille modeste, mais chaleureux. Un beau salon, une cuisine équipée, une salle de bain moderne. Les meubles étaient neufs, les peintures fraîches, et la fenêtre offrait une jolie vue sur un parc arboré. Votre entreprise prend en charge le loyer pour une durée de 6 mois, a expliqué Alice. Ensuite, vous pourrez soit prolonger le bail à vos frais, soit chercher un autre logement. Les charges sont pour vous, mais cela reste très raisonnable, environ 200 € par mois. Avez-vous des questions? Non, tout me convient parfaitement. Très bien. Voici les clés, et le contrat de location. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous souhaite une excellente installation. Alice est partie, laissant Vera seule, dans un appartement inconnu, au cœur d'une ville immense. Elle a marché de pièce en pièce, a ouvert les placards, a inspecté la cuisine. Tout y était immaculé, flambant neuf, mais sans la moindre âme. Ce n'était pas encore un foyer, juste un refuge temporaire. Elle s'est approchée de la fenêtre, et a observé la rue en contrebas. Des enfants jouaient, des gens promenaient leurs chiens, un couple discutait sur un banc. La vie ordinaire d'un quartier de la capitale. Seulement, désormais, c'était son quartier. Vera a pris son téléphone,
et a écrit à Irène, bien arrivé. L'appart est super. Je commence demain. La réponse a fusé, génial. Tiens bon, tout va bien se passer. Vera a posé son téléphone, et s'est effondrée sur le canapé sans même retirer son manteau. Elle était épuisée. Ce dernier mois l'avait totalement vidée sur le plan émotionnel. Le divorce, le déménagement, le nouveau travail. Tout s'était enchaîné si vite, qu'elle n'avait même pas eu le temps de s'arrêter pour réaliser ce qui lui arrivait. Elle a fermé les yeux, et a sombré dans un sommeil profond, lourd, et sans le moindre rêve. Le lendemain matin, un rayon de soleil traversant la vitre l'a tirée de son sommeil. Elle s'est levée, s'est préparée, a enfilé un tailleur strict, et s'est observée dans le miroir. Vera Dubois, directrice de la succursale parisienne. Ce titre imposait le respect. À 9 heures précises, elle franchissait les portes de son nouveau bureau. C'était un centre d'affaires ultramoderne, une imposante tour de verre et d'acier, située en plein cœur du quartier de la Défense. À l'accueil, une jeune femme l'a saluée, et l'a accompagnée jusqu'au 7e étage. Un homme grand, d'une quarantaine d'années, grisonnant, et vêtu d'un costume sur mesure, est venu à sa rencontre. Madame Dubois ? Je suis monsieur le maire, le directeur général adjoint. Je suis ravi de faire votre connaissance. Monsieur Laurent m'a dit le plus grand bien de vous. Ils se sont serrés la main. Monsieur le maire l'a guidé à travers les locaux, lui présentant les différents bureaux, les salles de réunion, et l'espace de travail des futurs employés. Tout respirait le luxe, la modernité, et l'efficacité. Voici votre bureau. Il a poussé une porte, révélant une vaste pièce en angle, baignée de lumière, avec des baies vitrées immenses. C'est à vous de choisir le mobilier. Le budget n'est pas limité. L'ordinateur, le matériel bureautique, et tout ce dont vous aurez besoin pourront être commandés via notre service logistique. Nous mettrons tout en place d'ici une semaine. Vera a balayé la pièce du regard. C'était immense, majestueux. La vue plongeait directement sur la skyline parisienne. On était bien loin de son ancien petit bureau étriqué d'Orléans. L'équipe, c'est à vous de la constituer, a repris monsieur le maire. Les ressources humaines vous aideront à dénicher les bons profils. Il vous faut 12 personnes. Des responsables commerciaux, des analystes, des logisticiens, et une assistante. Dans un mois, la succursale doit tourner à plein régime. Pensez-vous être à la hauteur ? Je le serai, a-t-elle assuré. Je n'en doute pas. Monsieur Laurent m'a assuré que vous étiez une femme de résultat, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Ils ont abordé les détails techniques, les objectifs chiffrés, et les différentes stratégies à adopter. Ensuite, monsieur le maire s'est éclipsé, laissant Vera seule au milieu de cette grande pièce vide. Elle est restée plantée là, au centre du bureau, se disant « Nous y sommes ». Ce nouveau travail, ces nouvelles fonctions, ces immenses responsabilités. Directrice d'une succursale parisienne pour une grande entreprise. Ce dont elle avait rêvé pendant 8 longues années. À présent, il ne lui restait plus qu'à prouver qu'elle en était digne. Vera s'est assise derrière le bureau provisoire, a allumé son ordinateur, et a ouvert les dossiers que monsieur le maire lui avait transmis, le plan de développement, la liste des prospects, les prévisions financières. Il y avait un travail monstrueux à abattre. Elle s'est plongée dans les documents, oubliant tout le reste, lisant, analysant, annotant. Cette première journée a filé à la vitesse de l'éclair. Le soir, elle avait le crâne qui résonnait sous l'avalanche d'informations, mais elle ressentait une profonde satisfaction. C'était son domaine, son projet, son entière responsabilité. En rentrant chez elle, elle a acheté quelques courses dans une supérette de quartier, a préparé un repas rapide, et a mangé devant la télévision. Le journal télévisé passait, suivi d'un débat politique qu'elle regardait d'un œil distrait. Son esprit était encore accaparé par le travail. Soudain, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Vera a froncé les sourcils, mais elle a fini par décrocher. Allô ? Bonjour Vera, c'est Valentine. La sœur de Paul. Tu te souviens de moi ?
Vera s'est tendue. Oui, je me souviens. Que se passe-t-il? Valentine a laissé passer un silence, avant de murmurer d'une petite voix. Je voulais te prévenir. Paul a l'intention de monter à Paris pour te voir. Il dit qu'il veut discuter, t'expliquer les choses, et te demander pardon. Vera a resserré sa prise sur son téléphone. Quand ça? Demain. Il prend le train du matin. Il sera chez toi en fin d'après-midi. Merci de m'avoir prévenu. Vera, je peux te poser une question? Je t'écoute. Est-ce que tu l'aimais? Vera a réfléchi une seconde. Il y a bien longtemps, oui. Plus maintenant. D'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Valentine a raccroché. Vera a posé son téléphone sur la table, pensive. Paul venait à Paris. Pourquoi faire? Que espérait-il obtenir? La récupérer? C'était peine perdue. Le divorce était déjà acté, ils n'étaient plus que deux étrangers. Elle a pris son téléphone, et a tapé un message à l'attention de Paul, « J'ai appris que tu venais à Paris. Ne viens pas, nous n'avons plus rien à nous dire. » La réponse a fusé, presque instantanément, « Vera, il faut que je te voie. C'est très important, je t'en supplie. Je viendrai de toute façon. » Vera a soupiré. Très bien, qu'il vienne, s'il y tenait tant. Elle lui dirait ses 4 vérités, une bonne fois pour toutes, et cette histoire serait définitivement close. Le lendemain, Vera a travaillé d'arrache-pied jusqu'au soir, reléguant l'arrivée de Paul dans un coin de sa tête. Entretien d'embauche, réunion stratégique, point d'étape. À 19h, elle a regagné son domicile, épuisée, le ventre vide. À 20h sonnante, la sonnette a retenti. Vera s'est approchée de l'interphone, et a vu le visage de Paul sur l'écran. Il se tenait devant la porte de l'immeuble, décoiffé, l'air hagard, un sac de voyage à la main. Elle a appuyé sur le bouton du micro. « Que veux-tu? » « Vera, je t'en prie, laisse-moi entrer. Il faut qu'on parle. » »« Non. Si tu veux me parler, on se verra dans un café, demain. » »« Mais j'ai fait tout ce chemin, je suis épuisée. » »« C'est ton problème. Je ne t'ai jamais invité. » Paul a marqué un temps d'arrêt. « Bon, d'accord. Demain. Dis-moi juste où, et à quelle heure. » Vera lui a donné l'adresse d'un petit bistrot situé non loin de chez elle, et lui a fixé rendez-vous à 14h. Paul a hoché la tête à la caméra de l'interphone, et s'est éloigné. Le lendemain, Vera est arrivée au café à l'heure pile. Paul était déjà installé à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant lui. En apercevant son ex-femme, il s'est levé, et a esquissé un geste pour la prendre dans ses bras. Vera a reculé, glaciale, et a pris place face à lui. « Salut, Paul. »« Salut, Vera. Merci d'avoir accepté de me voir. » Un lourd silence s'est installé entre eux. Paul triturait nerveusement sa tasse, cherchant visiblement par où commencer. Vera l'observait, calme, impénétrable, et attendait. « Vera, je suis venue pour te présenter mes excuses. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû faire passer ma mère avant toi. Pardonne-moi. » »« Très bien, je te pardonne. » Paul a poussé un immense soupir de soulagement. « Merci. Alors, on peut essayer de recommencer? » ?»« Non. » Il s'est figé, abasourdi. « Mais pourquoi? » ?»« Parce que tes excuses ne changent rien à la situation. Tu es comme tu es, Paul, et je n'ai plus aucune envie de partager ma vie avec toi. Mais j'ai changé. Je te le jure. J'ai compris que j'avais fait une erreur. Vera a lentement secoué la tête. Tu ne l'as compris que lorsque tu m'as perdu. Tant que j'étais là, à ta disposition, tout te convenait très bien. C'est faux. C'est vrai, Paul. Et tu le sais très bien. Il s'est penché en avant,
et a tenté de lui prendre la main. Vera, essayons encore une fois. Je vais m'installer à Paris, je vais trouver du travail. On va tout recommencer à zéro. Sans ma mère, sans Val. Rien que nous deux. Vera a retiré sa main avec fermeté. Et qu'est-ce qu'il adviendra de ta mère? Elle restera à Orléans, dans l'appartement. Je lui enverrai de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, tu es prêt à l'abandonner? Paul a bafouillé, mal à l'aise. Pas l'abandonner. Juste vivre séparément. C'est une posture très confortable. Quand cela t'arrangeait, tu as choisi ta mère. Maintenant que le vent a tourné et que ça t'arrange autrement, tu es prêt à la laisser tomber. Vera, je veux juste être avec toi. Non, ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est retrouver ton petit confort d'avant. Une femme qui prépare le dîner, qui fait la lessive, qui ramène un bon salaire, et qui te laisse vivre ta vie sans faire d'histoire. Et toi, tu pourrais continuer à boire des bières avec tes copains, en regardant du foot à la télé. Je ne suis pas comme ça. Si, tu es exactement comme ça. Et tu ne changeras jamais. Paul s'est renfoncé dans sa chaise, et l'a regardé longuement. Donc, tu ne me laisseras aucune chance? Aucune. Même si je fais tous les efforts du monde? Même dans ce cas-là. Un silence pesant est retombé sur la table. Paul regardait par la fenêtre. Vera sirotait tranquillement son café. Est-ce que tu me détestes? A-t-il fini par demander, la voix brisée. Non, je n'éprouve plus rien. Tu m'es complètement indifférent. C'est dur à entendre. La vérité est toujours dure à entendre. Paul s'est levé, a sorti son portefeuille, et a posé un billet sur la table. J'ai compris. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Il a quitté le café, sans même un regard en arrière. Vera est restée attablée, terminant paisiblement sa tasse. Elle se sentait sereine. Le chapitre était définitivement clos. Paul ne viendrait plus jamais la chercher. La vie a repris son cours. Le travail l'accaparait presque entièrement. Vera peaufinait son équipe, optimisait les processus, et signait de gros contrats. Les jours défilaient à une vitesse folle. En l'espace d'un mois, la succursale a atteint sa pleine capacité de production. Les premiers gros clients ont signé, les premiers succès ont été célébrés. La direction était aux anges. Monsieur le maire l'a d'ailleurs félicité en personne pour ce lancement particulièrement réussi. Vous avez fait de l'excellent travail, Vera. Vous avez même dépassé nos attentes. Le directeur général souhaite s'entretenir avec vous, afin d'évoquer nos futurs plans de développement. Ce sera avec grand plaisir, a-t-elle répondu, radieuse. L'entrevue avec le directeur général s'est merveilleusement bien passée. Il a salué les performances de Vera, a débloqué des fonds supplémentaires, et a évoqué des perspectives d'expansion pour la succursale. Vera ressentait un accomplissement total. Elle avait atteint le but qu'elle s'était fixé. Sa carrière décollait, son salaire lui assurait un confort financier exceptionnel, et sa hiérarchie louait ses mérites. Cependant, sa vie personnelle, elle, restait désespérément vide. Elle ne s'était fait aucun ami à Paris, et n'avait personne avec qui sortir. Le soir, après le bureau, elle rentrait chez elle, se cuisinait un repas pour une personne, et regardait des séries en solitaire. Parfois, ce silence lui pesait. Elle franchissait la porte de cet appartement vide, s'asseyait sur son canapé, et se demandait, et maintenant, quoi? Boulot, dodo, boulot, dodo. Un cercle vicieux s'était refermé sur elle. 6 mois ont passé, puis 3 de plus. Vera s'était habituée à sa nouvelle routine. Paris était devenu sa ville. Professionnellement, tout était parfait, et l'argent n'était plus un problème, mais sa solitude persistait, tenace. Un soir, alors que Vera était installée sur son balcon avec une tasse de thé, Irène l'a appelée. « Salut Vera, comment ça va par là-bas? » « Ça va bien, je travaille. » « Dis-moi, j'y pensais l'autre jour.
Tu ne crois pas qu'il serait temps de rencontrer quelqu'un? Enfin, de reprendre un peu ta vie amoureuse en main? Vera a laissé échapper un petit rire cynique. Rencontrer qui, au juste? Je n'ai même pas une minute à moi. Le temps, ça se trouve. Vera, tu n'es pas un robot. Tu ne peux pas consacrer 100% de ta vie à ton boulot. Si, je peux. C'est exactement ce que je fais. Mais c'est malsain. Tu as 39 ans. Tu as vraiment envie de finir ta vie toute seule? Vera a marqué une pause. Avait-elle envie de finir seule? Probablement pas. Mais après l'épisode désastreux avec Paul, elle était terrifiée à l'idée de faire confiance à un autre homme. Elle avait peur de commettre une nouvelle erreur, de se perdre à nouveau pour les beaux yeux de quelqu'un. Je ne sais pas, Irène. Je ne sais pas vraiment ce que je veux. Eh bien, réfléchis-y, sinon ta vie va défiler sans toi. Elles se sont dit au revoir. Vera est restée assise sur son balcon, observant le Paris nocturne. Les lumières de la ville, le bruit de la circulation, cette vie foisonnante qui grouillait partout autour d'elle. Peut-être qu'Irène avait raison. Peut-être qu'il était grand temps de briser ce cercle vicieux, de sortir, de faire des rencontres, de chercher quelqu'un? Mais Vera ignorait totalement par où commencer. Elle avait oublié comment aborder les gens, comment flirter, comment construire une relation. Le travail était devenu l'alpha et l'oméga de son existence, sa seule raison de vivre. Un autre mois s'est écoulé. Au bureau, une crise majeure a éclaté. Un client de la plus haute importance a annulé son contrat à la dernière minute. Il fallait urgemment trouver un remplaçant. Vera a enchaîné des journées de 16 heures, bataillant pour résoudre la situation. Au bout de 2 semaines d'efforts acharnés, la tempête s'est calmée, un nouveau client a été déniché, un contrat a été signé, et la succursale a été sauvée. La direction lui a, une fois de plus, adressé ses plus vifs remerciements, mais Vera ne ressentait plus qu'un profond sentiment de vide. Elle s'était investie à 200%, avait réglé le problème, et avait prouvé son inébranlable compétence. Et après? Encore du travail, encore des problèmes, encore du stress. Le soir même, Vera est rentrée chez elle, s'est effondrée sur son canapé, et s'est mise à pleurer. Pour la toute première fois en un an. Elle est restée allongée là, sanglotant sans pouvoir se retenir. Elle était épuisée. Épuisée de devoir toujours être forte, brillante, indépendante. Épuisée de vivre seule, sans la moindre épaule sur laquelle s'appuyer, sans personne pour la soutenir au quotidien. S'était-elle trompée? N'aurait-elle pas dû quitter Paul de façon aussi abrupte? Aurait-elle dû faire un effort pour trouver un compromis? Mais les mots de son ex-mari ont soudain résonné dans son esprit, « Ta promotion, je m'en fiche royalement. » Elle s'est souvenue du moment où il avait choisi sa mère, plutôt qu'elle. Elle s'est rappelé la douleur insupportable que cela lui avait causée. Non, elle ne s'était pas trompée. Elle avait pris la seule décision qui s'imposait. Le problème, c'est que le prix à payer pour cette décision s'avérait exorbitant. Vera a essuyé ses larmes, s'est levée, et s'est rincé le visage à l'eau froide. Elle s'est observée dans le miroir de la salle de bain. Ses traits étaient tirés, des cernes sombres creusaient ses yeux. Elle avait vieilli d'un coup, en l'espace d'une année. Il fallait que les choses changent. Elle ne pouvait plus continuer à vivre de cette manière. Le lendemain, Vera s'est inscrite à des cours de yoga. Elle a déniché un petit studio situé à 2 pas de chez elle, a pris un abonnement mensuel, et a décidé de s'y tenir, pour essayer d'oublier un peu le travail. Les séances se sont avérées très agréables, bercées par une musique douce, des mouvements lents, et des exercices de méditation. Vera parvenait enfin à se détendre, et à mettre ses problèmes sur pause. Lors de la 3e séance, une jeune femme d'environ 35 ans, aux cheveux courts et au regard bienveillant, s'est approchée d'elle. « Salut, moi c'est Marina. Tu es nouvelle? » « Oui, Vera. Ravie de te rencontrer. » « Tu fais du yoga depuis longtemps? » ?»« Non, j'ai commencé la semaine dernière. » « Super. Ça te plaît? » ?»« Oui. Ça m'aide vraiment à me détendre. »
Elles se sont mises à discuter. Marina était psychologue de profession et exerçait dans un cabinet libéral. Elle lui a raconté qu'elle pratiquait le yoga depuis 3 ans et que cela l'aidait énormément à évacuer le stress de ses patients. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» a-t-elle demandé. « Je suis directrice de succursale, dans une entreprise de distribution. » Waouh, sacré poste. Tu dois avoir pas mal de stress à gérer, j'imagine. Ça arrive, oui. Si jamais tu en ressens le besoin, n'hésite pas. Je peux t'aider à démêler tout ça. J'ai mon propre cabinet. Vera lui a souri, sincèrement touchée. Merci. Je n'y manquerai pas. Elles ont échangé leur numéro de téléphone. Après la séance, Vera est rentrée chez elle le cœur léger. C'était agréable de rencontrer quelqu'un de nouveau, de parler de tout et de rien, sans jamais aborder le thème du travail. Une semaine plus tard, Marina l'a appelée. « Salut Vera. Dis, j'ai 2 places pour une pièce à la Comédie Française. Une amie est tombée malade, elle a dû annuler. Ça te dirait de m'accompagner ?» Vera a hésité. D'ordinaire, elle déclinait systématiquement ce genre de proposition, mais cette fois-ci, pour une raison qu'elle ignorait, elle a eu très envie d'accepter. « C'est d'accord. Quand ça ? » « Samedi soir. On se retrouve devant le théâtre, à 19h. Vendu. » Le samedi, Vera a revêtu une jolie robe, s'est maquillée avec soin, et a pris le métro jusqu'au théâtre. Marina l'attendait déjà, sublime dans un tailleur élégant, les lèvres soulignées d'un rouge éclatant. « Vera, tu es superbe. » « Merci. Toi aussi. » Elles sont entrées dans la salle, et ont pris place au parterre. La mise en scène de la pièce était très moderne, audacieuse. Vera a suivi le spectacle en oubliant tout le reste. Il y avait si longtemps qu'elle n'était pas allée au théâtre, qu'elle ne s'était pas octroyé ce genre de plaisir. Après la représentation, elles se sont attablées à la terrasse d'un café, et ont commandé 2 verres de vin. « Ça t'a plu ?» a demandé Marina. « Énormément. Merci beaucoup pour l'invitation. » « Avec plaisir. Je suis ravie que tu aies accepté de m'accompagner. » La discussion a repris de plus belle. Marina a parlé d'elle, divorcée, sans enfant, elle vivait seule, se passionnait pour le yoga et la psychologie, et adorait le théâtre et les voyages. « Et toi ?» a-t-elle demandé. « Raconte-moi un peu. » Vera a résumé son parcours en quelques mots, le divorce, l'arrivée à Paris, le nouveau poste. Marina l'écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre. « Je vois. C'était une situation compliquée. Mais tu as été très courageuse de te faire passer en premier. Beaucoup de gens n'auraient jamais osé. Il m'arrive de le regretter. C'est humain. N'importe quel choix majeur engendre des doutes. Mais l'essentiel, c'est de bien comprendre une chose. Tu as pris la décision dont tu avais besoin pour toi-même, et non celle que les autres attendaient de toi. » Vera a réfléchi à ces mots. « Tu as sans doute raison. » « J'ai tout à fait raison. Je suis psy, tu peux me faire confiance. » Elles sont restées là un bon moment, refaisant le monde, parlant de la vie, du travail, de leurs futurs projets. Vera a senti une douce chaleur se diffuser en elle. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas discuté ainsi, avec légèreté, et en toute amitié. À partir de ce jour-là, elles se sont vues très régulièrement. 2 séances de yoga par semaine, et parfois un cinéma ou un théâtre. Marina est devenue la première véritable amie de Vera dans la capitale. Petit à petit, son quotidien s'est équilibré. Bien sûr, le travail occupait toujours la majeure partie de son temps, mais elle avait désormais d'autres centres d'intérêt, le yoga, ses sorties avec Marina, et quelques soirées culturelles. 1 an s'était écoulé depuis son emménagement. Vera a célébré cette date de façon discrète, toute seule chez elle. Assise dans son salon, un verre de vin à la main, elle a dressé le bilan de cette année écoulée. 1 an plus tôt, elle avait quitté son mari, fui sa ville natale, et débuté une toute nouvelle existence. Avait-elle pris la bonne décision ? Oui.
Avait-elle des regrets? Non. Était-ce facile? Loin de là. Mais elle avait surmonté les obstacles. Elle avait bâti une carrière solide, s'était constitué un cocon, et s'était fait au moins une amie. La vie suivait son cours, ni parfaite, ni aisée, mais c'était la sienne. Soudain, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Vera a plissé les yeux, intriguée, mais elle a décroché. Allô? Bonjour Vera, c'est Valentine. Bonjour. Que se passe-t-il? Valentine a hésité un instant. Je voulais juste t'informer. Paul s'est remarié le mois dernier. Avec une fille que maman lui a trouvée. Une petite jeune, très discrète, très docile, qui fait absolument tout ce que maman lui ordonne de faire. Vera a gardé le silence, le temps d'encaisser la nouvelle. Je vois. Transmets-lui mes félicitations. Vera, ça ne te rend pas triste? Non, je suis même heureuse pour lui. Qu'il soit heureux. Sincèrement. Nous sommes devenus de parfaits étrangers depuis très longtemps. Valentine a poussé un lourd soupir. Tu sais, je t'envie, Vera. Tu as eu le courage de partir, de commencer une nouvelle vie, alors que moi, je suis restée coincée ici, avec maman, mon frère, et sa nouvelle femme. Dans le même appartement, dans la même vie misérable. Tu pourrais partir, toi aussi. Tu n'es pas enchaîné là-bas. C'est facile à dire. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent, pas de boulot, et aucun diplôme valable. Tout cela peut changer, Valentine. Si tu en as vraiment la volonté. Peut-être bien. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Et désolé pour le dérangement. Valentine a raccroché. Vera a posé son téléphone, le regard dans le vide. Paul s'était remarié. Il vivait avec sa nouvelle épouse, sa mère et sa sœur, entassés dans un 3 pièces. Était-il heureux? Probablement pas. Mais c'était la vie qu'il avait choisie. Elle, de son côté, avait fait son propre choix, et elle n'en éprouvait pas la moindre once de regret. 6 autres mois se sont écoulés. Cela faisait 1 an et demi qu'elle habitait Paris. La routine était désormais bien installée. Le bureau, le yoga, les dîners avec Marina, et, de temps en temps, de petites escapades le week-end. Sa vie sentimentale, en revanche, était toujours au point mort. Vera ne cherchait pas de relation amoureuse, elle n'essayait de rencontrer personne, elle se contentait d'avancer, jour après jour. Un jour, Marina lui a lancé. Vera, est-ce qu'il t'arrive de penser à te remarier, un jour? Vera a haussé les épaules. Parfois, oui. Mais je ne suis pas sûre d'en avoir réellement envie. Pourquoi ça? J'ai peur de refaire la même erreur. De me perdre à nouveau, de m'effacer pour quelqu'un d'autre. Je comprends tout à fait. Mais tous les hommes ne ressemblent pas à ton ex-mari, tu sais. Il y a des gens très bien. C'est possible. Mais je n'ai aucune envie de chercher. Je suis très bien comme ça. Marina a hoché la tête, avec un petit sourire désolé. Tu n'es pas très bien, Vera. Tu t'es juste habituée à vivre seule. Mais ça ne veut pas dire que ce doit être une fatalité. Vera n'a pas su quoi répondre. Peut-être que Marina avait raison, après tout. Peut-être qu'elle était tout simplement terrifiée à l'idée de laisser quelqu'un entrer dans sa vie, et qu'elle n'était tout bonnement pas prête à changer. Quelques mois plus tard, la barre des 2 ans était franchie. Vera a célébré cet anniversaire sans aucun artifice. Juste une journée comme une autre, dans une année comme une autre. Au niveau professionnel, tout était excellent. La succursale affichait des résultats insolents. La direction générale était comblée. Vera avait été promue une nouvelle fois. Désormais, elle ne supervisait plus une, mais 3 succursales. Son salaire avait encore grimpé, ses responsabilités s'étaient démultipliées, mais cela ne lui procurait plus aucune joie. Ce n'était qu'un simple échelon de plus gravi sur l'échelle sociale. Vera sentait bien qu'il y avait un problème.
Elle avait obtenu absolument tout ce qu'elle désirait, la carrière de ses rêves, la sécurité financière et une indépendance totale. Mais le bonheur, lui, manquait à l'appel. Seul demeurait ce vide, enfoui au fond d'elle-même. Un soir, appuyée à la rambarde de son balcon, elle contemplait la ville. Les lumières de Paris, ces millions d'âmes anonymes, qui possédaient toute leur propre vie, leurs propres chagrins, et leur propre joie. Et elle, que possédait-elle? Un travail prestigieux, un bel appartement vide, et de rares sorties avec sa seule amie. C'était tout. Vera a sorti son téléphone, a ouvert sa galerie de photos, et a fait défiler d'anciens clichés. Elle et Paul, en vacances, puis au mariage d'un proche, puis dans leur ancien appartement. Ils étaient jeunes, heureux, et fous amoureux. À quel moment tout avait-il déraillé? À quel moment étaient-ils devenus des étrangers? Elle a refermé l'application, et a rangé son téléphone. Le passé appartenait au passé. Paul était marié, et menait son existence de son côté. Elle menait la sienne du sien. Ils ne représentaient plus rien l'un pour l'autre. Et c'était beaucoup mieux ainsi. Vera a terminé sa tasse de thé, est rentrée dans le salon, et a fermé la baie vitrée. Le lendemain, la routine reprendrait ses droits. Des réunions de direction, des rapports financiers, des comités d'entreprise. Une journée ordinaire pour une vie ordinaire. Elle s'est couchée, le regard rivé au plafond, et a dressé le bilan de ce qui avait été accompli, de ce qui était, et de ce qui serait. Regrettait-elle le choix qu'elle avait fait? Non. Elle avait accompli ce qui devait l'être. Elle s'était choisie elle-même, elle avait opté pour sa carrière, et pour sa propre liberté. Le tarif avait été très lourd, la solitude, le vide affectif, l'absence cruelle d'une âme sœur. Mais elle avait payé ce prix en toute conscience. Peut-être qu'un jour, la roue tournerait. Peut-être qu'elle ferait une belle rencontre, qu'elle réapprendrait à faire confiance, à aimer, et à construire une relation. Ou peut-être pas. Peut-être finirait-elle ses jours seule, avec pour seule compagnie son statut, son confort, et son indépendance. Vera l'ignorait. Personne ne peut prédire de quoi demain sera fait. Mais une certitude demeurait, elle n'avait aucun regret. Elle avait fait son choix, et elle l'assumait pleinement. Le reste, au fond, n'avait pas tant d'importance. Le lendemain matin, Vera a été réveillée par la sonnerie de son téléphone. Elle s'est levée, et s'est préparée pour aller au bureau. Un matin ordinaire pour une journée ordinaire. Elle s'est arrêtée devant le miroir, et a détaillé son reflet. 40 ans. Une carrière éblouissante. Un compte en banque bien rempli. Une indépendance sans faille. Et personne à ses côtés. C'était sa vie, la vie qu'elle avait personnellement façonnée. La regrettait-elle? Absolument pas. Était-elle fondamentalement heureuse? Elle n'en avait aucune idée, mais elle était libre, et c'était bien là la seule chose qui comptait vraiment. Vera a attrapé son sac à main, a quitté l'appartement, est descendue au parking, a démarré sa voiture, et a pris la direction du bureau. Autour d'elle, Paris se réveillait. Les gens couraient dans tous les sens, vaquant à leurs obligations. La vie poursuivait son cours implacable, et Vera continuait de la vivre. Sa vie à elle. Ni parfaite, ni douce, mais c'était la sienne. Et c'était précisément ce pourquoi elle s'était battue, ce pourquoi elle avait quitté son mari, tiré un trait sur son passé, et tout recommencé à zéro. La liberté. Le choix, le droit inaliénable de vivre selon ses propres règles. Et même si le prix s'était révélé exorbitant, même si la solitude pesait lourd, même si ce n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Au moins, c'était honnête. Au moins, c'était sincère. Au moins, c'était véritable. Vera est arrivée à son entreprise, est montée jusqu'à son bureau, s'est installée dans son fauteuil, et a allumé son ordinateur. Une nouvelle journée commençait. De nouvelles missions, de nouveaux problèmes à régler, et de nouveaux défis à relever. Et Vera était prête à les affronter, car elle n'était pas de celles qui baissaient les bras. Elle était de celles qui allaient toujours jusqu'au bout.